tombé dans le ravin, Patrick, sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Attendez. Je regarde bien Luc Sozoule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement un pied, comme on dit, dans les milieux cyclistes. Alors Bonsoir à tous les commissaires de course. Nous sommes le dimanche 13 mars. C'est donc un nouvel épisode avec une semaine très chargée. Avec Tirreno, avec Paris-Nice, avec moi ce soir Charles. Salut Charles. Salut Greg et bonsoir à tous. Et nous avons aussi Benjamin. Salut Benjamin. Salut les gars, bonsoir tout le monde pour les 4 ans de l'émission. Oh, déjà, tu as compté, c'est beau, déjà ça passe vite. Et bonjour à Keizefretter, à Pogolandrien, à Stadri, Jedi et Padavoine. Vous êtes nombreux sur le chat, ça fait plaisir. Donc, grosse semaine avec des gros noms du cyclisme, ce qu'on disait un peu entre nous juste avant, c'est un peu la grosse rentrée. Maintenant, tout le monde a repris la course. On peut déjà faire des premiers bilans. On a vu des Pogačar, des Van Aert, des Roglic. On va commencer, donc on s'est dit de commencer par Tirreno, messieurs, et peut-être en retour sur l'étape d'hier, l'étape de Carpegna, car vous êtes beaucoup à vouloir apprécier avec encore une fois le numéro de Tadej Pogačar, j'ai envie de dire. Ouais, très costaud. T'as l'impression que c'est un junior au milieu de cadet, voire un adulte au milieu de cadet, c'était vraiment facile pour lui, hein. Jamais mis en difficulté. J'ai l'impression qu'il était tout simplement deux jambes au-dessus de la concurrence, hein. Et hormis Mikel Landa, alors je pense qu'on va en redébattre de l'attitude de Landa, mais personne n'a essayé en fait. Et c'est aussi ton avis, Charles ? Ah ouais, clairement, c'est vrai qu'on en parlait entre nous juste avant. Pogačar, il est exceptionnel, mais ouais, de manière générale, on a vécu quand même une super semaine de vélo, je trouve. C'est quand même assez positif en termes de scénario. On a vu 2 belles courses, que ce soit en France et en Italie, on va développer, mais ouais, franchement, Pogačar, archi impressionnant. Ouais, pour revenir, voilà, c'était sur donc cette étape de Monte Carpegna avec la double ascension. Et alors en plus, j'ai envie de dire, ce qui fait la beauté de cette étape, je pense, c'est que c'est une petite route avec je pense, qui rendait pas très bien. Donc c'est vrai, ça fait aussi plaisir, voilà, de voir ce type de route dans les courses. On a vu un Pogačar offensif très tôt. Et moi, j'étais impressionné. Voilà. Alors après, je voulais parler des autres. Enfin, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire les autres ? J'ai envie de dire Benjamin. Je voulais revenir sur Landa, qu'on a vu essayer peut-être d'attaquer un petit peu avant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là quand on a l'impression qu'il est tellement au-dessus ? Ouais, Landa, en fait, je voulais y revenir parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont critiqué, et Vingegaard le premier. Mais déjà, je pense que quoi qu'il y ait Landa ou pas, je pense que ça n'aurait rien changé. Et après, c'est sûr, parce qu'on le voit passer devant, il accélère. Alors, je sais pas si c'était vraiment une attaque ou s'il pouvait pas faire mieux et que pour lui, il attaquait, mais finalement, c'était juste une hausse de rythme. Mais au moins, il a essayé, quoi. Je pense qu'à sa place, connaissant la montée qu'il y avait derrière, puisqu'il attaque vers le pied, j'aurais pas osé, quoi. J'aurais attendu et finalement, tu vois la résignation avec les autres, quoi. Quand Pogačar part après l'accélération de Landa, il y a Vingegaard qui, plutôt que d'essayer de suivre Pogačar, regarde Landa et lui dit mais qu'est-ce que t'as fait, quoi. Il est sur une autre planète, au sens propre du terme. On a vu des coureurs qui s'accrochaient derrière, hein, chacun à son niveau. On a vu Pinot qui revenait à un niveau acceptable. On a vu Evenepoel qui se battait avec ses moyens. Mas qui tombait, mais il y avait un extraterrestre à côté, quoi. Donc, ouais, pour les coureurs qui l'accompagnent, encore une fois, hormis Landa, et c'est pour ça que j'aime pas critiquer les coureurs qui sont offensifs, même si parfois c'est un peu n'importe quoi. Tout le monde était déjà résigné, et malheureusement, en tout cas sur ce Tirreno, je les comprends. Et c'est aussi ton avis, Charles, qu'est-ce qu'on peut faire finalement face à Pogačar, surtout pas face à Remco pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut faire face à Pogačar ? On a l'impression que les autres finalement sont impuissants, que quasiment après on se regarde, quand on le voit partir, on a l'impression que même mentalement, enfin, il a l'air tellement au-dessus que les autres ont l'air un peu résignés, Charles. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire ?
pas grand-chose quand on est dans une confrontation en tête-à-tête, en fait, parce que vous l'avez très bien dit, les gars, puis c'est vrai qu'on l'a vu sur le forum ou sur les réseaux sociaux. Pogacar, il y a un monde d'écart entre lui et la concurrence. Il est vraiment archi impressionnant. En plus, il est offensif, donc du coup, il réduit quand même un peu la marge de manœuvre de ses adversaires, parce que je pense que vous serez d'accord avec ça. Quand c'est le meilleur qui attaque, forcément, les autres, tu les mets dans les cordes, alors que si Pogacar était un coureur un peu attentiste, entre guillemets, tu as plus de chances d'aller le taper sur un sprint de 50 mètres que s'il sort à 20 ou 30 bornes de l'arrivée, où là, ça devient vite très compliqué. Et pour répondre à ta question, Greg, ouais, je pense qu'on est résigné pour l'instant. Je pense pas que ça va durer très longtemps, parce qu'à mon avis, il y aura aussi un phénomène qu'on va voir assez rapidement. C'est-à-dire que tout le monde voudra faire perdre Pogacar, je pense. Et ce qui peut sauver les autres équipes, à mon avis, c'est les collectifs, en fait. Avoir plusieurs coureurs capables de renverser les choses, de très haut niveau, de partir de loin, de tenter. Et je pense que c'est la seule chance, en fait, de le mettre en difficulté, ça sera de l'isoler. Il a une très forte équipe, mais la Jumbo a aussi une équipe très forte, et on a vu que Roglic cette semaine, et on en parlera certainement, avait pu être isolé à des moments, donc je pense qu'il va falloir oser, va falloir tenter, même si je comprends que ça peut être un peu frustrant. Je serais peut-être le premier à être résigné face à Pogacar. Je pense à Landa, c'est vrai que quand tu es à fond et que tu attaques, et que tu vois que le mec il te suit tranquillou et qu'il te contre, tu dis bon, peut-être que la prochaine fois je me passerai d'essayer, quoi. Et on demande sur le chat, juste c'est quand la dernière fois qu'on a vu quelqu'un au-dessus de tout le monde. Alors, est-ce que c'est comparable les Contador ou les Froome, car enfin, la Pogacar attaque quand même d'assez loin finalement comparé à d'autres. Alors, je mets entre parenthèses le numéro de Froome à Bardonecchia, hein. Mais Ouais, non, je pensais plus à Froome dans les années 2013, à Pierre Saint-Martin, c'était 2015 ça. 2013 à comment ça s'appelle, Axe-3 Domaines. Mais c'était pas sur l'ensemble d'un tour, Froome, hein, il a toujours eu des deuxièmes massifs difficiles. il y avait il y a pas, enfin, pour moi, il n'y a pas ce côté à attaquer de loin et sur différents types de parcours. Ouais, parce que c'est ce que ouais, dit Adrien un peu, là je vois sur le live, Pogacar est impressionnant sur toutes les courses, surtout. Ouais. C'est ça qui fait plaisir aussi d'un côté, parce que moi ce que j'aimais pas chez Armstrong, hors côté extra sportif et sa triche, c'était que le mec, t'avais l'impression que c'était un robot en fait qui était programmé pour gagner le tour, et c'est tout. Et là, je trouve que, après, on en pense qu'on en veut de Pogacar, on en a déjà parlé, puis on en reparlera forcément de l'extra sportif. Mais en tout cas, quand tu es fan de vélo, il fait plaisir à voir, quoi. C'est un mec qui est offensif, qui prend des risques, et ça, je trouve que c'est très plaisant, et c'est peut-être aussi pour ça, et c'est ce qu'on disait un peu en off en préparant l'émission, qu'il a une si belle cote de sympathie malgré les à côté, c'est que c'est un coureur, tu t'ennuies pas quand il court, quoi. Peut-être dans les coureurs les plus impressionnants. Alors, j'ai pas connu cette époque, hein, donc, mais peut-être Jalabert en 95, Et c'est pas- qui gagnait un peu partout, quoi, hein, qui gagnait un peu partout. Après, Gilbert en 2011 était impressionnant, mais pas non plus à ce point. C'est compliqué, hein, de. Non, le Non, fait pour moi, ça me fait penser à oui. Alors forcément, on a le mot à Merckx, mais avant Merckx, on va parler de Bernard Hinault aussi, hein. Voilà, sous le fait C'est- qu'il puisse faire un numéro sur les Strade Bianche et et ensuite enchaîner sur, Ouais, sur Tirreno. Là, c'était vraiment une étape de montagne difficile, hein. Il y avait du pourcentage, des routes assez vilaines, même si on aime bien ces petites routes-là, qui apportent vraiment pour moi du charme. Mais il était vraiment impressionnant. Alors après, on en parlera à la fin. Qu'est-ce qu'il peut faire sur San Remo? Ça va être là une belle bagarre. Vous avez peut-être pas le profil où on l'attendait, mais ça peut faire aussi une belle surprise. Mais c'est vrai qu'on est assez impatient de voir ce que ça peut donner, le duel face aux autres. Mm. Dernier Par contre, Charles, par rapport à ce que tu disais sur l'attaquer de très loin, tout ça, le problème c'est que les organisateurs de certaines épreuves, par exemple le Tour de France, ayant 10 ans de retard chaque fois, et croyant qu'on est encore à l'époque des trains Sky, font des parcours où tu peux pas attaquer très loin. Parce qu'apparemment, les étapes d'endurance avec 3 ou 4 cols, ça sert à rien. Mais ils sont restés à l'époque Froome, je crois. Tu peux pas, avec le parcours de cette année, c'est compliqué d'attaquer de très loin. Tu peux pas. Ouais, mais je sais pas si la distance a forcément beaucoup à voir. Parce que Non, pour mais, les mais- Strade, non, mais c'est même pas long. au-delà de la distance, t'as pas d'étape, hormis peut-être celle de l'Alpe d'Huez, où t'as un col d'entrée, où tu peux essayer de partir loin. Généralement, t'as 50 bornes de plat, et après t'as 3 cols, mais bon, avec l'équipe qu'il a, c'est compliqué, hein, de le... Oui, ah ouais, oui, je suis d'accord avec ça. Après, ouais, il faudra voir. On aura peut-être l'occasion de parler de Milan-San Remo, mais
pour San Remo, je suis pas sûr que ça soit le grand favori parce que le Poggio, on le connaît tous par cœur, hein. C'est une montée qu'on a vue à maintes reprises et c'est très roulant. Et sur des montées roulantes où vraiment la puissance joue à fond, je suis pas sûr qu'il puisse sortir forcément de la roue un Wout van Aert, par On exemple. en Je pense parlera à la qu'il peut fin, gagner. peut-être. On en parlera à Moi, la je fin. pense, moi, je pense qu'il est tellement au-dessus que si. Moi, je le fais. Je fais mon. Quand on fera les pronostics mercredi sur ma chaîne, je me mettrai Pogacar. Je vois C'est mon incroyable. ami, je vois que j'ai un nouvel ami, tiens, Cadouane, qui me dit que c'est toujours assez malaisant. Mes analyses en bois. Cadouane, je t'invite à aller acheter un Becherel déjà parce que si t'écris aussi bien que t'analyses, ça doit être parfois compliqué pour toi. Bien, en parlant, on va passer peut-être aussi à la déception, peut-être un Remco Evenepoel, que là, on attendait un petit peu ce duel entre Le test. Evenepoel. Le test, voilà, pour Evenepoel. Le duel face à Pogacar, et malheureusement, alors il y a peut-être deux sentiments. Moi, la première chose, c'est que il a été lâché très tôt pour moi. Là, on a été surpris. Autant je ne voyais pas, vu le profil de l'étape, en difficulté. Mais il a été en difficulté très tôt. Après, il n'a pas lâché. Alors, il perd 4 minutes. Est-ce que c'est beaucoup? C'est pas beaucoup? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vas-y, d'abord Charles. De Remco? Ouais, oui. Ouais, Remco, c'est pas facile parce que je trouve que vraiment dans les gros pourcentages, et en effet, c'est très compliqué pour lui. Mais au final, je sais pas si Ben sera d'accord avec ça, mais je trouve qu'il est pas si mauvais que ça sur cette étape de Tirreno, que je m'attendais à le voir prendre un tir assez énorme. En plus, surtout que Julien Alaphilippe n'a pas pu l'accompagner très très longtemps. Et finalement, quand tu regardes le classement de l'étape, j'étais surpris à l'arrivée de le voir à 4 minutes. Et j'ai l'impression que dans les 10-15 derniers kilomètres, il n'a pas forcément perdu tant que ça. Donc finalement, décourageant, oui, un petit peu pour Remco, mais c'est dans les premiers pourcentages, la première montée qui perd. Sinon, après, il fait plus ou moins jeu égal avec ceux qui sont un peu derrière. Et Cadouane, sincèrement, je t'encourage à être un petit peu plus poli parce qu'on n'est pas au PMU ici. Donc, franchement, ton vocabulaire, moi, j'ai plus 15 ans. Fais-toi plaisir si tu veux, mais on va te bannir du chat si ça continue comme ça. On est là, c'est du vélo. Enfin, sincèrement, tes insultes, tu peux te les mettre là où je pense que c'est assez pathétique, pour ne pas dire plus. Alors, je vais rebondir sur ce que disait Charles. En effet, il perd pas beaucoup par C'est rapport bon, aux il est autres banni, coureurs. hein, 600 secondes. Bim, dehors. C'est mon premier ban, Voilà. je suis fier. Donc ça fait 10 minutes. Donc ouais, Evenepoel, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il perde peu. Finalement, il est resté concentré. Il a eu l'aide d'Alaphilippe sur la descente jusqu'à la ligne d'arrivée. Je crois qu'à la ligne d'arrivée, je veux dire, au premier tour, il était à 1 minute 30, je dirais. Donc oui, en effet, il est monté un peu à peu près comme les autres, ce qui montre qu'il a un gros moteur et que c'est un rouleur qui peut se mettre à son rythme et rester à un rythme constant. Alors oui, je suis d'accord avec Charles, il fait pas une mauvaise étape. Il fait pas une mauvaise étape, c'est pas mal ce qu'il fait, mais en même temps, par rapport au fait qu'il est Remco Evenepoel, c'est décevant par rapport à comment certains l'attendaient. On entend plus. Moi, je pense. Pardon? Non, je dis juste, on en entend plus, forcément. Oui, mais moi, je pense Mais pas ça que ce soit. confirme que ça va être très dur de gagner un grand tour, je pense. Ouais, peut-être une Volta. Enfin, à voir sur les profils qu'il y a. Le souci avec Evenepoel, c'est que la seule grande référence qu'il a en montagne, c'est tout le monde va parler de Burgos. Sauf que Burgos, on rappelle que c'était juste après le déconfinement. Sauf que lui, il a jamais été confiné puisqu'en Belgique, les pros pouvaient rouler. C'était une montée sèche de 9 km, là où tout le monde était en reprise. Alors certes, il y a eu sa chute derrière, on ne saura jamais quelle incidence elle a eu. Mais quand je vois les numéros qu'il est capable de faire sur le plat ou sur certaines courses avec des pourcentages avoisinant les 3-4%, pour moi, j'ai pas l'impression qu'il a perdu tant de watts. Hein. C'est une machine à watts, mais là où un Pogacar serait une multitude d'armes, on va dire, capable de riposter à n'importe quelle situation, Remco, ça serait une lance super forte sur un type de situation, mais qui a énormément de failles. J'ai vraiment du mal à le voir, en effet, gagner des grands tours, parce qu'il va se retrouver face à des coureurs offensifs. À voir s'il rejoint une équipe comme Jumbo-Visma ou Ineos qui ferait des trains, mais encore une fois, il est, en fait, on verra comment il progresse, bien sûr, parce qu'il a que 22 ans, même si, bon, il est déjà au top depuis quelques années. Il est peut-être arrivé 10 ans trop tard.
Mais ça va peut-être vous surprendre ce que je vais dire, mais est-ce que finalement c'est pas une chance qui s'est passée hier pour Remco Evenepoel, dans le sens où peut-être sans ce nouvel incident sur une étape compliquée, est-ce que Remco il serait pas entêté à poursuivre sa route sur les grands tours? Et là, il y aura peut-être une remise en question, en fait, à se dire, un peu ce que vous avez dit, il y a toujours un peu plus fort. Là, finalement, un train, oui, peut-être, mais enfin, si moi j'étais adversaire de Remco Evenepoel, je me dis, on va tout faire pour le faire péter assez vite. Et à un moment, sur les gros pourcentages, parce qu'il y en aura toujours sur un grand tour, on va le mettre à 5-6 minutes et puis on va plier le match. Donc, est-ce que finalement, Ben, je sais pas ce que tu en penses, Remco, là, il peut pas se dire, ouais, je suis un peu à la croisée des chemins, je suis énorme, enfin, j'ai un énorme moteur, mais il y a des terrains où c'est très dur. Donc, est-ce que je vais pas tout bonnement me concentrer sur les courses par étapes d'une semaine un peu moins difficiles que Tirreno, et surtout les classiques où s'il sort à 50 bornes de l'arrivée sur un Liège, sur une Amstel ou sur d'autres courses, il pourrait faire des ravages, quoi, même un Tour des Flandres, pourquoi pas? Ouais, en fait, je te dirais que l'erreur, je sais pas si je vais bien répondre à ta question, mais l'erreur, ça sera en effet de faire un programme et un entraînement spécifique pour les grands tours, même si on ne sait jamais, hein, encore une fois, il reste jeune. C'est quoi les points forts de Remco Evenepoel? Il est fort en contre-la-montre, et au-delà des contre-la-montre, je pense qu'il serait encore plus monstrueux si il y avait plus de vélos de contre-la-montre qu'on a été sur des vélos classiques. Il a un coefficient de pénétration dans l'air monstrueux. C'est incroyable, il y a une puissance folle, mais qu'il fasse des numéros partout, en classique, sur des petits tours, sur des tours d'une semaine, qu'il tombe sur les grands tours, et puis il explosera quand il explosera, mais je crois que là, au-delà des résultats, alors je suis pas belge, donc s'il y a des Belges dans le chat, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, hein. Ce qui a plu au-delà de la puissance de Evenepoel et du fait que ce soit monstre chez les juniors, c'est sa manière de courir. Il faut qu'il garde ce panache qui va payer parfois et qui parfois ne paiera pas. Sur la classique à San Sébastien qui gagne, je rappelle qu'avant son attaque, il se fait lâcher, hein. Il revient après une accalmie, mais s'il attaque pas, il finit pas dans les 10 premiers. Mais une fois qu'il était parti, sur le plat, il pouvait faire jeu égal avec je crois que c'était les Movistar à l'époque qui roulaient derrière, et après il perd très peu de puissance dans l'ascension. Donc pour moi, faire courir en mode coureur de grand tour qui attend pour perdre le moins de temps et qui espère en reprendre sur le chronomètre, c'est le faire courir contre nature, et je pense qu'en plus, vu son caractère, au bout d'un moment ça va pas lui plaire, il va péter un câble. Je suis assez d'accord, mais néanmoins, je trouve ça c'est terrible parce que beaucoup se posaient encore la question de ses capacités. On va peut-être parler des bonnes surprises. Thibaut Pinot, ça a dû te faire plaisir, Benjamin. Là, on voit j'ai affiché le classement général. J'étais à 2 doigts de poster le bout de vidéo des inconnus, Jésus de le retour. Il a ressuscité. Ah, j'étais content. J'étais content, surtout qu'en plus, en début de semaine, en fait, il monte en puissance. D'abord, on le voit rouler pour Arnaud Démare. Ce qui, je pense, lui a peut-être fait du bien d'ailleurs, a peut-être un peu débloqué le moteur, et au final, il a fait du bien d'être dans le collectif. Sur les arrivées pour Puncher, qui lui plaisent normalement parce qu'il a une des meilleures pointes de vitesse parmi les grimpeurs, il a commencé à... En fait, si on regarde les différentes étapes de Tirreno, les difficiles, hein, je parle, il progresse à chaque étape. Et je trouve que c'est très 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 intéressant cette dernière étape, surtout avec une descente qui le favorisait pas, hein. C'est jamais désuni. Alors je vois Sterokin qui dit Pinot meilleur que Bardet. Moi j'aurais bien aimé voir Bardet s'il avait pas attendu à Rensman. Je pense que Bardet aurait été à minima avec Pinot. C'est mon avis, mais non, ça fait super plaisir Pinot. Au-delà de notre débat qu'on a depuis les émissions de cet hiver. C'est un coureur qui est aimé quand même, Thibaut Pinot, ça fait plaisir de le revoir, et puis je te dis, putain, le pauvre, avec toutes les merdes qu'il y est arrivé, il a dû se faire plaisir, ça fait du bien quoi de le voir. Enfin, moi ça m'a fait vraiment plaisir en tout cas. J'imagine que toi aussi, il y avait Charles, quand tu vois Porte, Hindley, Arensman, Pinot, des coureurs que t'aimes bien, je pense que ça t'a fait plaisir aussi. Ouais, Thibaut Pinot, c'est un coureur qu'on apprécie tous, et puis même si on n'est pas fan, forcément, c'est vrai qu'il a tellement une malchance que t'as quand même une énorme sympathie pour ce gars-là, quoi. T'as envie que ça marche à un moment et qu'il réussisse
à la mettre au fond. Et pour rebondir, ouais, de manière générale, sur les autres surprises, je vais pas évoquer Richie Porte parce que je pense qu'il est plus ou moins à sa place vu la concurrence et le parcours. Mais moi, il y avait deux choses que j'avais notées. Ça concerne deux jeunes coureurs, notamment Jay Hindley. Jay Hindley, c'est un mec, et on en a parlé un peu vendredi lors de l'émission avec Cyprien, qui a vraiment eu beaucoup de mal à encaisser ce Tour d'Italie 2020 avec Tao, où je pense qu'il y a une grosse exposition, puis on le sait, et on l'a dit, hein. Souvent, quand on fait une grosse perf jeune, après, la saison suivante, elle est compliquée, parce qu'on est plus attendu, parce qu'il faut confirmer, et que c'est toujours difficile. Et là, on l'avait vu bien en Espagne, pas trop mal à l'UAE. Là, il fait vraiment un beau top 5 sur un Tirreno qui est quand même assez relevé. Et je trouve que c'est à noter. On devrait revoir Jay Hindley pas mal cette année. Et c'est plutôt une bonne surprise. Et la deuxième belle surprise que j'ai trouvée, et je crois que c'est Feu qui en a parlé sur le chat, c'est Thymen Arensman. Thymen Arensman, très très bon chez les jeunes, capable de signer un podium sur Paris-Roubaix, mais aussi d'être performant, parce qu'il avait gagné la ronde de l'Isère, il avait fait un très bon Tour de l'Avenir. Et là, même si c'était un peu dur sur les gros pourcentages, parce que effectivement Bardet a dû l'attendre hier lors de l'étape Rennes, et ben Rensman, grâce à un gros chrono et à une bonne consistance, à une bonne régularité, il va chercher un très beau top 10. C'est un top 10 qui va faire beaucoup de bien à DSM, parce que DSM, c'est un peu la loose depuis l'an dernier. Et là, entre lui et Bardet sur Tirreno et Leknesund et Kraf Andersen à Paris-Nice, c'est plutôt une très bonne semaine pour eux. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres noms que vous voulez mettre en avant? Tu veux dire un mot de la fée, Benjamin? Ouais, mais juste, mon Dieu, mais tu lis dans mes pensées. Je te connais par cœur, je savais très bien que... Vas-y, c'est à toi, c'est ton bah, moment la fée. Bah, forcément, ça m'a plu parce que je crois que c'était quand on en parlait de nos coureurs préférés. J'avais dit que c'est mon chouchou, oui, forcément. Il fait troisième, c'était quand? C'était mardi, non, ou jeudi, bon, enfin, il fait troisième de l'étape là pour Puncher derrière Pogacar et Vingegaard. Il est capable de faire des grosses perfs comme ça, bon, pas à ce point quand même, hein, même si on savait depuis les Gueglia et la Drôme Classique qu'il était en forme. Mais au-delà de ce qui aurait pu être un one-shot, cette troisième place, parce que tu sais, on a des fois des coureurs qui sont super forts un jour et puis qui disparaissent de la course par étape. Donc c'est bien, ils ont fait troisième, mais bon, qu'est-ce que ça vaut? Hier, il fait 16e. Alors, on repart sur le débat, oui, une fois sorti du top 10, on voit qu'il n'y a pas trop de densité. Moi, j'ai jamais été trop d'accord avec ça, parce que les gars s'accrochent quand même, hein. Là, aujourd'hui... on verra ce qu'il fait dans la suite de la saison, dans la suite de sa carrière. Il a 26 ans. Il y a une 16e place à Tirreno Adriatico. C'est pas rien. C'est pas rien, surtout pour un coureur qui a enchaîné les blessures. En 2019, quand il passe pro, il court quoi? 3 mois 3 mois avant de se faire opérer. Sachant qu'il venait d'un hiver où il avait un problème à la cheville. Bon, il traîne des merdes depuis le début de sa carrière. Et non, mais ça fait plaisir. Et bon, après, il a eu une réputation chez les amateurs un peu de branleur également. Donc j'espère que c'est vraiment le début de quelque chose et qu'il va pas falloir attendre 3 ou 4 mois avant de le revoir dans les 20 premiers d'une course. Mais oui, ça m'a fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, il a été longtemps avec Evenepoel. On l'a vu. Il était meilleur dans la première ascension, mais comme beaucoup même. Il n'a pas tenu le rythme de Evenepoel, qui a réussi à garder un nombre de watts conséquent jusqu'à la fin. Merci pour ce point, Victor Lafay. On nous dit sur le chat, on nous parle de Mas. Oui, c'est vrai que Mas était bien jusqu'à sa chute. Ouais, grosse chute. Hein, et d'ailleurs, quand tu vois comment il tombe sur l'épaule... Là. Tu vois que Porte, il a vraiment... après, il a vraiment tempéré dans sa descente. Hein. Il a fait, bon, ça va, c'est ma dernière saison. Ouais, tu te dis, carrément... Ouais, il a raison. La clavette, je garde mes deux clavicules. Ouais. Voilà, mais Porte, tu vois, souvent, il y en a qui le critiquent par rapport aux descentes, tout ça, mais par rapport au pet qu'il s'est pris en 2017 dans la descente du Mont du Chat, je sais plus quel coureur l'emporte dans sa chute, là, mais qui tape le rocher. C'est la partie, non? Ouais, tu te dis, mais c'est fou déjà qu'il arrive à tenir dans les descentes comme ça. Parce que la descente d'hier, elle est, elle est chaude. Hein. Avec la neige, là, tu sens qu'il y avait des petites plaques à des endroits qu'il fallait faire gaffe. Et puis, il y avait du pourcentage, quoi. Il y avait vraiment du pourcentage. C'était pas une descente à 8%, c'est une descente à 10-11%, j'avais l'impression. Donc,
Vraiment, tu te fais emporter Des vrais par la pourcentages, pente. pas des pourcentages France Télévisions, Paris-Nice. Mais quelle connerie, ça aussi. Un dernier mot, il faut parler le sprint du jour. Enfin, on l'a pas dit, mais c'est Bauhaus qui a gagné aujourd'hui. Vous voulez Ouais, dire un un sprint un peu décousu, quoi, j'ai trouvé. Ouais. Oh, Christophe qui... bloc Alors, démarre, bon, ouais. démarre Qui qui était se fait mal bloquer, placé, bon, mais running gag. Mais alors, Christophe, c'était quelque chose. Hein. J'avais jamais vu un coureur défendre autant son top 10 sur un sprint. Mais après, Ouais, oui. ouais. Moi, en fait, j'étais focus sur Démarre et Christophe, donc j'ai pas trop regardé les sprints, je vous avoue. Bah, le sprint, après, je sais pas s'il y a grand-chose à dire dessus. C'est vrai que moi, j'ai vu aussi Desmar qui se fait placer, puis le commentateur en plus le dit, donc du coup, t'es forcément obligé de le voir à un moment et de te focaliser sur cette partie de l'image. Mais ouais, ouais, non, pas grand-chose à dire sur cette étape. Un dernier sprint, je pensais que Coy serait un peu mieux, mais il n'était pas forcément très très bien placé non plus dans les derniers mètres. C'était lui que je regardais avant que Desmar se fasse coincer. Mais non, pas grand-chose ouais, à dire. c'est dommage, juste que la FDJ s'était bien placée à 3 km de l'arrivée. Ils sont enfermés après. T'as vu, il suffit d'un pif-paf pour que Arnaud Démarre perde 20 places. Ah ouais, c'était un C'était peu terrible. terrible pour Mais les bon. fans de la FDJ. Est-ce qu'on Oui. passe à Paris-Nice? Allez, La vamos. course Bye au bye. soleil sous la pluie aujourd'hui. Avec Ouais. aujourd'hui donc la victoire de Simon Yates devant Wout van Aert, impressionnant, je pense qu'on en reparlera. De Primoz Roglic, alors on a presque le temps de tous les lire parce que ça termine, ça va peut-être pour commencer par là-dessus, on termine à 59. Ce qui est, la liste des DNF et des DNS aujourd'hui est impressionnante, mais terminer à 59, alors hors contexte de Il y a plus 2020. d'arrivants que de mecs qui étaient censés marquer des points UCI, parce qu'on le Covid, c'est rappelle, c'est les assez 60 premiers qui marquent des points UCI sur Paris-Nice, et il y a énorme. plus de 59 arrivants. Hein. C'est assez quand même, ce nombre, enfin, je sais pas vous en avez pensé. Alors il y a des malades, hein, il y a des sortes de grippe, de gastro, mais ça fait quand même beaucoup, moi je trouve, voilà, pour une course au World Tour. Je sais pas ce que vous en avez pensé, enfin, rapidement. Ouais. Tiens, là. Mais au-delà de bon, je pense qu'on sait tous qu'il y avait probablement une épidémie Covid ou quelque chose comme ça. C'est une course où souvent quand il y a du mauvais temps, il y a très peu d'arrivées. Je suis en train de remonter là. En 2020, 61 arrivants, mais bon, en 2020, Mais il y en avait plus déjà. étaient partis à très, très peu. Oui, mais en plus, ils étaient partis à très peu d'équipes. Il y en avait plein, c'est le début de la pandémie. En 2018, 77 à l'arrivée. Alors, cette dernière étape, elle est pas longue. Mais vu que ça fait que monter et descendre d'équipe et qu'il commence à faire froid, ce qui arrive malheureusement assez souvent sur Paris-Nice, là il disait 5 degrés. Quand tu pètes à 80 km de l'arrivée ou 70 km de l'arrivée, tu as 3 cols, bon, ben, tu rentres. Tu n'as pas forcément envie de continuer à te faire mal après une semaine qui a été quand même difficile, où il y a eu la course sur pas mal de jours. La course, en tout cas, je l'ai trouvée très belle sur ce Paris-Nice. Alors certes, il y avait une Jumbo-Visma qui était ultra dominatrice, mais il n'empêche que de ce que j'en ai vu en tout cas, ça m'a plu. Oui, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a d'abord vu, hein, comme tu l'as dit, une équipe Jumbo-Visma qui a imprimé un gros rythme. Il y avait Crosby, il y avait Juan Dennis, je crois, qui ont roulé très fort. Puis finalement, le premier offensif, ça a été finalement Dani Martinez, mais qui n'a pas été récompensé puisqu'il a été rapidement repris. Puis il a eu un souci mécanique, il a crevé, il n'est jamais revenu. Finalement, Adam Yates a été lâché, lui aussi assez tôt. Et finalement, c'est Simon Yates. Alors, est-ce que Charles, tu attendais un Simon Yates alors qui il ne fait que gagner l'étape, hein, il n'a pas assez d'avance. On reviendra peut-être après sur les circonstances et le rôle de Van Aert avec Benjamin. Mais tu attends un Simon Yates finalement aussi bien, et ça fait du bien aussi à son équipe, hein, la Bike Exchange, qu'on voit rarement à l'avant et qui aura peut-être pas souvent l'occasion de gagner des courses. Ah non, j'étais surpris, mais j'ai pas vu l'étape en plus aujourd'hui, pour être tout à fait honnête. Je viens juste faire le nombre ce soir parce que je n'étais pas censé être là. Et du coup, je vais laisser forcément Benjamin et toi, Greg, développer plus sur le scénario. J'ai essayé de suivre un peu en rentrant sur Twitter dans la bagnole le live, mais ouais, j'étais surpris de voir que Simon Yates a lâché Roglic. Et si j'ai bien compris, et vous allez pouvoir développer, les gars, sans Wout van Aert, et ben Roglic, il aurait peut-être perdu Paris-Nice.
Pour moi, c'est évident. Et surtout, et sans les 30 secondes qu'ils prennent quand ils font leur coup au début de Paris-Nice, ça aurait été beaucoup plus compliqué aussi. Donc, Mais je sais pas ce que tu en as pensé, Greg, mais Jumbo-Visma a imprimé un gros rythme la quasi-totalité d'étapes. Mais quand Wout van Aert a commencé déjà à rouler, je trouvais que Roglic semblait pas bien, il fait troisième de l'étape quand même. Hein. Mais je le sentais pas facile comme d'habitude. Je trouvais que très vite, on sentait que Roglic, c'était pas une journée où il était exceptionnel. Et oui, d'ailleurs, il a gardé ses jambières très longtemps. Hein. Je sais plus, c'est Jalabert qui l'a mentionné, que c'est aussi peut-être un signe hein, que c'était pas agréable, que c'est souvent mouillé, donc c'est voilà, peut-être un signe avant-coureur. Mais tu as raison, c'est au niveau de la facilité, parce que dire que est-ce qu'on peut parler de défaillance quand on fait troisième de l'étape, et finalement à 10 secondes du vainqueur, pas vraiment. Mais dire qu'il n'était pas super à l'aise. À 10 secondes du vainqueur, attention, hein, je mettrai un petit bémol quand même là-dessus. Oui. Parce que sans Wout van Aert, je pense qu'il prenait. C'est sûr qu'il prenait plus. Non, mais il n'était pas physiquement à l'agonie. Enfin, dans la montée, Voilà, mais par contre. Quand tu vois Quintana qui explose complètement dans la roue des Jumbo, oui, tu peux pas dire qu'il était à l'agonie, c'est clair. Voilà, mais c'est intéressant parce que je vois ce que dit Fricadel, tu vois, là, je sais pas si vous serez d'accord, les gars, mais Poggi, il nous dit Poggi met 3 minutes à ce Roglic. Mais est-ce que finalement, ce Paris-Nice en parallèle avec ce qu'on disait sur Pogacar, sur Tirreno, c'est pas aussi la confirmation que s'il y a un moment, ils étaient à peu près égaux en termes de niveau, Roglic et Pogacar, là, le coureur du UAE a vraiment pris l'ascendant sur son aîné, quoi. Oui. Après, pour l'instant, oui, mais après, c'est que c'est le dernier. Je pense qu'aussi Roglic, mentalement, les derniers jours d'un tour, il doit un petit peu flipper quand même, parce qu'il y a quand même des mauvais souvenirs sur Paris-Nice. Je pense aussi que mentalement, il était déjà bien content de voir un Van Aert qui a été impressionnant, ce serait bien qu'on en reparle, mais je pense qu'il y a un côté mental aussi, parce qu'il doit se dire, il peut tout m'arriver, mais il m'arrivera toujours des merdes les derniers jours de course. Donc je pense qu'il partait aussi avec une petite appréhension. Parce que après, c'est vrai, si on parle après du rôle de Van Aert, pour moi, il était très impressionnant dans les montées. Le rythme qu'il a imprimé, c'est lui qui a amené, même dans la descente après, c'est-à-dire Roglic ne prend quasiment aucun relais, ou très peu, je sais pas si c'est l'impression de Benjamin. Oui. Il était porté, hein, c'était vraiment... Moi, ça m'a rappelé de certaines sorties où, quand j'étais jeune, que j'allais avec des adultes et que j'exposais dans les 20 derniers kilomètres et que les gars, ils m'abritaient en me disant, allez, accroche-toi, on a bientôt fini tout ça. Hein. Donc, j'ai l'impression que Roglic, il lui tardait juste une seule, c'est finir. Et on parlait de Thibaut Pinot, des mauvaises choses qui étaient arrivées, tout ça. Moi, ça m'a fait plaisir hein, que Roglic gagne Paris-Nice. Ça m'aurait saoulé que Simon Yates, avec son attaque, réussisse pas à gagner la dernière étape. Parce que bon, quand même, il a essayé, et puis tu voyais l'écart qui baissait, je me suis dit, putain, le pauvre, j'espère qu'il va quand même gagner. Mais Roglic, je suis content qu'il gagne Paris-Nice, quoi. Lui aussi, hein, il est arrivé tout un tas de choses. Roglic, je rappelle que l'image la plus ancienne qu'on a de lui sur un vélo, c'est avec le maillot FDJ. Je crois qu'il aurait très bien pu être dans cette équipe, hein, avec tout ce qui y arrive. Donc voilà, mais c'est là qu'on voit qu'une équipe est très forte. Pour revenir au duel Pogacar-Roglic, bon, déjà c'est compliqué de juger les deux courses parce que Paris-Nice c'est quand même une course où il y a des bordures, tout ça, ce qu'il n'y a pas sur Tirreno. Pogacar avec mauvais temps, je pense qu'il est injouable. Il faudra voir avec la canicule. Parce que il est moins fort. La seule fois où il a été lâché par une guegarde, c'est canicule. Enfin, il faisait chaud, pareil pour le Grand Prix de Plouay, je crois, où il explose complètement. Aux Jeux Olympiques également, il n'était pas au-dessus des autres. Non, pour moi, Jumbo-Visma est la meilleure équipe, mais Pogacar... De toute façon, Pogacar, cette année, je pense qu'il a passé un palier depuis l'an dernier. Et en tous les cas, en ce mois de mars, il est injouable. Tu peux mettre n'importe qui face à lui. C'est pas possible. Il est au-dessus. Oui. Je sais plus qui c'est qui disait que Roglic prenait 3 minutes. Alors peut-être pas 3 minutes, mais oui, il finissait tout seul avec 1 minute 30 d'avance. Hein. Ouais, Pogacar. C'est sûr. Mais pareil, est-ce que là justement celui qui paraît en forme et on va peut-être pas tarder à parler de Milan-San Remo, c'est Van Aert. Moi j'ai trouvé. Ouais, oui, vas-y. Excuse-moi. Non, mais c'est juste que voilà, il était.
Dani Martinez ou Quintana, non. Enfin bon, Dani Martinez pour des raisons de soucis mécaniques, mais Quintana n'a pas réussi à le suivre dans les dernières montées. Et derrière, il les a tous lâchés. Il a lâché Adam Yates. Alors certes, bon, les derniers, il n'a pas fait toutes les étapes à fond, Van Aert, mais c'est quand même, enfin voilà, pour moi, c'est quand même un signe, quoi, de dire qu'il est en forme. Et peut-être que le duel de la semaine prochaine, ça sera plus Van Aert tracté à mon avis par Roglic, qui là jouera un rôle d'équipier face à Pogacar. Parce que ça peut être, voilà, ça peut être un sacré duel. Hein. Je pense que voilà, Roglic fera l'équipier de Van Aert. Je pense il va lui renvoyer l'ascenseur et ça fera de belles images pour. Ouais. Oui, Van Aert, il est très en forme. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des doutes parce que là, les dernières étapes, il se faisait lâcher tôt. Mais sur l'étape où il y avait vraiment besoin de lui, il a fait un numéro. Il roule quasi non-stop sur les 30 derniers kilomètres, quoi. Il est vraiment monstrueux. Mais encore une fois, je pense que je vois pas comment battre Pogacar. Hein. On va peut-être Je parler. pense que après, on pourrait parler tactique, comment ça va se passer, mais je pense qu'UAE va imprimer un train monstrueux à partir du pied de la Cipressa. Ils vont pas s'arrêter jusqu'au pied du podio et après rouler jeunesse. Très bien. J'ai un dernier mot peut-être sur le général de Paris-Nice. Donc c'est Roglic, Yates. Après il y a les deux Ineos, Martinez et Yates. Les Ineos qui c'est quand même. Enfin, je trouve que les Ineos sont un petit peu en difficulté aussi en début de saison. D'autres remarques, Benjamin ou Charles? Non, je me disais que Guillaume Martin et Aurélien Paré-Peintre, ils sont quand même super réguliers sur cette course. Toi, Ils sont Charles? souvent dans les 10 premiers. Bah non, parce que c'est. Enfin, moi, je trouve que c'est difficile de dire quelque chose derrière le top 5, parce qu'on a senti quand même qu'il y avait 5 coureurs qui étaient un peu au-dessus du lot. Mais vu la flopée d'abandon qu'il y a eu, ou de défection, c'est difficile de donner beaucoup de valeur. Par exemple, je sais pas, une 11e place pour les Knessoun, ou même Almeida. Hein. Almeida, moi, je l'ai pas trouvé très bien. Et il était bon hier. Mais sur la semaine, je l'ai trouvé quand même globalement décevant. Donc, ouais, non, c'est pas Il a facile. galéré aujourd'hui. Hein. C'est pas facile de tirer des enseignements, à part pour les premiers, hein, forcément, qui auraient certainement été plus ou moins à la même place. Une chose que je voulais dire, c'est que pour moi, Daniel Martinez, quand même, après l'Algarve, il confirme qu'il risque d'être très très haut dans la hiérarchie d'Ineos. Et vous l'avez dit, hein, Ineos, ça marche pas du tonnerre depuis le début de l'année. Et Martinez, ça reste pour l'instant peut-être la meilleure garantie. On verra s'il sera au Tour ou au Giro, mais il pourrait bien avoir un gros rôle de leader sur l'un des 3 grands tours. Et vainqueur du Critérium du Dauphiné 2020. Hein. C'est Ouais, pas n'importe qui. Hein. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, messieurs? Sur ce Paris-Nice, écoute, Non. non. Est-ce qu'on dit un petit mot de Milan-San Remo? Ben là, il n'y a pas de. Ah, ouais, ok. on peut. On fera un preview, je pense, quand même en fin de semaine prochaine, mais on Donc, peut en alors. parler un peu. Si tu veux rebondir, Greg, sur le débat Pogacar, Ben parlait de la Cipressa tout à l'heure. Moi, je pense qu'une des seules erreurs que pourrait faire Pogacar, c'est le péché d'orgueil. C'est-à-dire sortir dans la Cipressa en se pensant très fort, comme il l'avait un peu fait au Stradé où il était sorti très tôt. Et je pense que s'il sort dans la Cipressa, il a absolument aucune chance de gagner. Si ça se trouve, je vais me planter et puis vous pourrez me le dire dimanche lors de la prochaine émission. Mais Mais sans insulte. sans insulte, si possible. Enfin, si vous êtes normal, après, si vous avez un petit problème dans votre tête, vous pouvez toujours nous insulter, il n'y a pas de souci. Mais ouais, blague à part, je pense que s'il sort dans la Cipressa, ça va être très compliqué, parce que la main-d'œuvre, de toute façon, elle sera là dans la Cipressa et après. Donc si jamais il sort très tôt, là, ça va être très très dur et ça serait une grosse erreur. Et pour moi, c'est peut-être la seule erreur qu'il peut faire, c'est de se voir trop beau et de sortir Erreur trop tôt. après. Enfin, moi, je suis plus modéré parce que il a le droit de tenter un truc. Après, il s'en fout. Honnêtement, on va pas lui reprocher de pas gagner Milan-San Remo. Je pense que le gros atout de Pogacar, c'est qu'il part sans pression sur Milan-San Remo. C'est pas là où on l'attend. Donc de toute façon, moi je suis plutôt justement impatient qu'il tente un truc, voir derrière comment ça s'organise. C'est pour ça, moi je voyais bien Roglic filer un coup de main à Van Aert. Mais après tout, moi je pense qu'il a tout intérêt à tenter quelque chose. Et tout, Milan-San Remo, enfin, il le fait pour le prestige, mais c'est pas son objectif de l'année. C'est déjà, moi je trouve ça, je suis déjà très heureux de voir des coureurs de grand tour qui viennent s'essayer à Milan-San Remo. Ça change un peu que ça fasse pas qu'une course où on n'a que des sprinters. Donc
Enfin, voilà. Moi, je suis assez impatient de voir ça. Je suis content qu'il soit là. Et moi, je serais content qu'il attaque. Alors, qu'il gagne ou qu'il gagne pas, franchement, S'il c'est pas gagne grave. pas, ce sera la première course qui gagne pas de la saison. Est-ce que ça sera un si gros échec, Benjamin? Oh, non. Ben Non, voilà. on en parlera forcément. Mais ça dépend également. S'il gagne pas, ça dépend comment il perd aussi. S'il attaque dès la Cipressa qui se fait reprendre dans le dernier kilomètre, ce sera une défaite, mais à quel moment? Il y a défaite et défaite. S'il n'arrive pas à suivre s'il y a la Philippe attaque dans le podium et qu'il n'arrive pas à suivre, là d'accord. S'il se fait reprendre comme ça arrive souvent, ou qu'il se fait battre au sprint, ok. Mais pour moi, je le vois vraiment gagner. Que pensez-vous des propos de Lefebvre sur Jacobsen, comme quoi il hésite à l'amener? Après, ils ont le choix quand même, les Quick Step dans leur effectif, pour le coup, pour Milan-San Remo. Donc, à suivre, hein, ça va être peut-être choix. À la Philippe, un peu décevant à la Philippe, peut-être un nom sur Tirreno au passage. Quel est son état de forme? On sait qu'il a chuté sur les Stradés. Est-ce que vous pensez qu'il a récupéré pour être à 100%, Charles, sur San Remo? Non, je pense pas. Enfin, j'y crois pas à une semaine près. Enfin, je vois pas comment il peut être à 100% et à la lutte avec Pogacar, Van Aert, etc., tout en ayant été en dedans sur les épreuves de préparation. C'est peut-être pas le terme adéquat, mais sur les épreuves que sont Tirreno ou d'autres, il était quand même en dedans. Donc, autant pour les Ardennais, je m'avancerais peut-être un peu moins, mais là, pour Milan-San Remo, enfin, je vois pas comment il peut gagner, quoi. Est-ce qu'on passe directement au pronostic, messieurs, du vainqueur? Alors, on n'a pas encore la start list complète, hein, parce qu'il y a beaucoup de malades, donc faudra slalomer entre les Covid, les grippes, les gastro. Donc, je vous laisse un petit peu de temps. Alors, on n'a pas encore vraiment les start lists. Pogacar devant Van Aert et je sais pas. Toi, Charles? Mais moi, je vais dire Caleb Ewan devant Van Aert et Pogacar. Et bon, je vais dire Van Aert, vainqueur devant Ewan et Alaphilippe. Donc n'hésitez pas dans les commentaires ou sur le chat, on nous parle de Krag Andersen, on nous parle d'Ewan. Bon, on n'est pas bon en pronos normalement, donc ne nous écoutez pas, pariez pas beaucoup d'argent avec nos pronos. Oui. Pas perdre Je pense qu'il faut faire all-in sur Pogacar. Hein. Allez-y. Venez pas vous plaindre, mais allez-y. Voilà. Sur la fée. Non, la fille le fait pas. Sur Benjamin Thomas. Allez hop. Voilà. Ou des mains, voilà. Bien, messieurs, merci d'avoir été là. Merci à tous sur le chat, vous avez été nombreux ce soir. On a 30 spectateurs. C'est bien, ça monte, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Donc Charles, probablement une émission dans la semaine pour présenter San Remo. Ouais, vendredi, on va dire. Ça peut être sympa de faire une vraie grosse présentation de Milan-San Remo quand on aura un petit peu plus d'infos sur les start lists, comme l'a dit Greg. Et quiz Milan-San Remo sur ma chaîne à Keyon 81 mercredi soir à 20h. Donc, pour ceux qui veulent. Donc je marque un message. Voilà, j'ai marqué un message. Vous cliquez sur mon pseudo, il doit y avoir la chaîne qui apparaît, je sais pas comment. Si vous voulez lien, toi, pas rater, à 20h. Et je sais pas si je peux mettre les liens. Tu as les droits, je crois. On teste. De toute façon, vous tapez à Caillon, sinon sur Twitch, et vous trouverez. N'hésitez pas. Eh bien, on se retrouve donc très vite cette semaine. Voilà, tu peux poster. Bonne soirée, merci à tous, soyez sages et puis à très bientôt. Salut. Au revoir.